Salut tout le monde! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait une semaine, on a eu une semaine de répit là pour les vidéos, on a pris une petite pause. On a vu vos messages, mais on a vraiment voulu se mettre entre parenthèses et se prendre des vacances. Ceux qui étaient sur Instagram et sur Facebook le savaient. Désolé pour ceux qui étaient sur YouTube, je vous embrasse en tout cas pour tous vos messages, c'était très gentil. Mais nous voilà ce soir pour une nouvelle vidéo. C'est reparti. Alors là, on vous emmène en Ouzbékistan. C'est ça. On vous emmène voir nos premiers pas en Ouzbékistan et ça promet, je pense. Ça promet, ça a l'air d'être un super pays et l'accueil des gens a l'air incroyable. Allez, vous venez avec nous? Nous sommes en train de vivre un moment particulier. Donc on est après Toktogul en direction de Osh et il y a une grande vallée. C'est comment la ville, je sais même plus. J'ai aucune idée. Aucune idée. Et nous sommes arrivés à un péage comme ça. Et la dame nous demande 40 €, la hauteur de 40 €. 40 $, ouais. 40 $. On dit non. Après nous montre un ticket. On dit on n'a pas de ticket nous. Et puis elle s'énerve et elle part. Et puis là il y a un monsieur qui arrive. Et en fait de ce qu'on a compris c'est que en gros les gens ils viennent soit de Talas soit de Bishkek. Donc franchement beaucoup plus loin que nous. Parce que nous ils ont du mal à comprendre qu'on a pris des petites routes entre les deux. Et du coup qu'on n'a pas de ticket, qu'on n'a pas tout ça. Et ils veulent qu'on paye quand même 40 $ pour avoir fait 40 km quoi. Au lieu de, on va pas payer ça, c'est hors de question. Au lieu de 300 en fait, c'est comme si vous preniez l'autoroute Paris-Rennes et qu'entre temps vous faites que du off-road et vous arrivez à 40 km de Rennes. Vous prenez juste l'autoroute 40 km et là ils nous font payer toute l'autoroute Paris-Rennes. On leur explique, mais on a pris du off-road, on vient ni de Talas ni de Bishkek. Et ça ils comprennent pas, ils nous ont laissé planter là, sauf qu'ils nous demandent, on n'a pas la monnaie. Et ils prennent pas la carte, donc je sais pas comment ça va faire. Je voulais bien payer par carte, mais ils ont pas la carte et il n'y a pas de monnaie. Et ils veulent pas comprendre qu'on vient, faudrait qu'on paye 300 km alors qu'on en a fait 30-40 sur leur route. Donc ça, et puis ce matin on s'est fait flasher, j'ai pas vu de panneau mais c'était 40 km/h et j'étais à 67 et bon ce qui est bien ici c'est que les flics ils ne mettent pas de PV, ils te demandent un billet et puis c'est passé, donc pour 10 € on a évité l'amende. Et ici j'ai essayé mais le mec il voulait bien accepter mais pas la nana, donc on va voir hein. Donc on est arrivé ici à 16 h. On va voir combien de temps ça dure. Là je crois ils sont partis appeler le chef qui nous ont dit. Ils nous ont dit d'attendre 20 minutes. Bon, on a dit on va attendre. Mais en attendant on met un peu le bazar parce que du coup la dame elle a plus sa petite cabane là pour prendre l'argent. Du coup elle est obligée d'être dehors en train de prendre des tickets machin. Pas de bol, il y en a deux derrière nous qui sont télescopés, on ne sait pas comment. Ils ont pas dû regarder. Enfin bref. Ils sont télescopés derrière nous. Du coup, elle nous regarde et dit problème. Je dis oui, mais nous on n'y est pour rien. On est arrêté à ta cabane et. Enfin bref. Du coup, on va voir comment ça se termine. Et puis j'ai demandé la grille tarifaire qu'on paye ce qu'on a fait. Moi, il n'y a pas de problème. Je veux pas les voler. Mais en fait, elle sort ça sur un post-it en dollars. Alors c'est bien fait pour les touristes. Sauf qu'on n'est pas dupes. Ouais. Donc on va voir comment que ça se passe. On a le temps, on va attendre là son guichet, et puis quand elle en aura marre, elle nous laissera passer. C'est ça. On verra qui en aura marre en premier. Bon, on n'aime pas trop ça, mais bon, les frontières se passent plutôt bien, entre guillemets.
Bah voilà, c'est un petit péage là, et c'est même pas marqué sur Maps.me, il est noté nulle part ce péage là, il n'y a même pas de panneau avant qui dit que tu vas devoir payer ou quoi, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on tombe un peu des nues quoi. Et quand ils prennent la carte nulle part, donc faudrait ici se pointer avec 40 $, ça fait 4000 sommes, donc faudrait se pointer avec du cash, sauf que rien n'est dit, rien n'est mis, alors ouais, curieux, donc je sais pas. Donc on attend. Ben était une bonne demi-heure avec eux en train d'essayer de négocier et tout. Ils nous ont poussé sur le côté pour libérer le passage, ce qu'on peut comprendre aussi. Donc on a essayé de leur faire comprendre la situation. Et Ben, de ce qu'il a compris en fait, c'est que là on payait normalement la route jusqu'à Osh. Donc ce prix-là, c'est de Bishkek à Osh ou de Talas à Osh. Et là, ça, c'est des points de contrôle, en fait, je pense. Et vu que nous, on arrive au milieu et qu'on n'a rien, ben, ils nous demandent de payer, tout simplement. Mais franchement, je trouve ça bizarre. 40 € pour aller jusqu'à Osh, je me dis c'est hyper cher. Surtout quand on voit ici les tarifs de tout. Enfin, je veux dire, la condition de vie ici. Clairement, le salaire moyen, je sais pas combien il est, faudrait que je me renseigne, mais je pense 300-400 € quoi. Enfin, demander 40 € pour faire une route, je trouve ça énorme. Donc, ouais, je sais pas, on s'est peut-être fait avoir. C'est possible. Si en tout cas, il y en a qui nous regardent, qui ont fait cette route, qui sont passés par Togtogoul et qui ont fait cette route jusqu'à Osh. Si vous avez payé, si vous avez un tarif, bah dites-le nous parce qu'on serait curieux de savoir si on s'est fait avoir ou pas. On a repris la route direction Osh en payant les 40 € qui nous ont demandé, les 3200 sommes exactement. Ah, c'est comme ça, on gagne pas tous les coups. Hier soir, on s'est posé ici, tout près d'un canyon, juste après les grandes gorges et tout. On savait pas si on allait trouver un endroit pour dormir. Et puis, Eye Overlander, pour une fois, vous voyez, nous a dégoté un tout petit chemin qui se voyait à peine de la route. Enfin bref, on a réussi à dormir ici tranquillement au bord d'une toute petite rivière. Bref, c'était pas mal. Ici, juste derrière ces panneaux, c'est l'Ouzbékistan. On voit, ça y est, les champs de coton et tout ici qui émergent. Et on va longer cette frontière-là à peu près jusqu'à Osh. Donc on va suivre ces fils barbelés pendant un bon petit moment. On est arrivé ici dans la grande ville de Osh, on vous emmène avec nous, on va faire le grand bazar de Osh. Osh, il faut savoir que c'est la deuxième plus grande ville du Kirghizistan après la capitale Bishkek. Donc on n'a pas vu Bishkek et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grand bazar. Du coup c'est parti, on vous emmène avec nous. Et voilà, nous sommes au plein milieu du bazar, ça fait déjà quelques temps qu'on marche. C'est un vrai labyrinthe, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de vêtements, de nourriture, d'ustensiles de cuisine, ustensiles ménagers, tout ça, il y a vraiment de tout. Et il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ça qui est chouette. Les seules petites boutiques souvenirs qu'on a trouvées, c'est ici. Il y a les chapeaux traditionnels, là aussi. De l'élan. Je vais mettre la centrale.
Après s'être perdu dans le bazar, on est à la fête foraine d'Auch. Donc fête foraine d'un autre temps que chez nous on va dire, mais franchement les enfants s'amusent bien. Nous on a eu du mal à digérer dans le manège, mais les enfants s'amusent bien. Vous savez quoi? Si vous serez avec nous, vous aurez adoré le trago qu'on vient de faire, là c'est sûr. Amélie vient de me faire penser, en fait on est aux Angevines de Fougères. On est aux Angevines les copains là. Et on a fait la braderie tout à l'heure en fait. Range-toi parce que s'il part, il découpe la bande éclatée. Voilà, il respire plus là. Eh bien ça y est, on s'approche de la prochaine frontière qu'on va passer, on va quitter le Kirghizistan. Moi personnellement ça me fait vraiment bizarre parce que le Kirghizistan, comme on vous l'a dit, c'était un pays tellement désiré, c'était le but ultime de ce voyage. Et de le quitter ça fait vraiment bizarre. Donc bah, c'est parti, on y va, on va quitter le Kirghizistan. Ouais, ça y est, après plus d'un mois on a vécu des moments complètement fou, que ce soit en découverte, en paysage, et en petits soucis camion, en tankage, en rencontre. C'était un pays, on regrette pas d'avoir fait ce choix. Et ça y est, c'est fini, mais je pense que ce sera pas la dernière fois qu'on mettra les pieds ici. C'est vraiment bizarre cette frontière, franchement, je viens tout juste de parler à Amélie et elle me disait la même chose, que c'est la première fois que ça lui fait un peu cette boule au ventre, un peu de stress, de mélancolie, on va dire, de quitter un pays. Ça a vraiment été un pays où on a vécu pas mal de choses, on a vu les paysages qu'on rêvait de voir, on a rencontré de magnifiques personnes qui nous ont ouvert leur maison, on a vu des beaux animaux, on a fait des pistes de dingue, on a aussi vécu un tankage assez spectaculaire pour nous et toujours avec la bonté des gens, donc ça c'était cool. On est où les enfants? On est au Kirghizistan. Non, on a quitté le Kirghizistan, là on est en Ouzbékistan. En Ouzbékistan. Welcome to Ouzbékistan. Salam alaikum. Bon, le parc automobile, on peut voir que il est tout blanc et c'est que du Chevrolet. Enfin, pas tout blanc, mais pratiquement. Et en fait, ils ont une usine de Chevrolet en Ouzbékistan, donc en fait, il n'y a que ça comme voiture. Il y a énormément de Chevrolet, mais alors ce qu'il y a le plus et qui pullule le plus, c'est ces sortes de minibus là. Alors, il y en a beaucoup en forme minibus, mais il y en a aussi, ça existe en format plateau. Et franchement, ça pullule de partout, c'est impressionnant. Oh, ça nous fait rire, hein. Eh bien, on était sur la route en direction de Schutz et on s'est fait arrêter sur la route par un couple en voiture sur une espèce de 4 voies. C'est que des 4 voies ici, mais où tout le monde s'arrête, fait une pause, enfin bref. Et en fait, c'était pour nous inviter à manger. Et ils nous ont amenés dans un petit boui-boui, un petit restaurant de spécialité de poissons. Il y a beaucoup de poissons dans cette partie-là, de l'Ouzbékistan. Et donc on est à table avec eux et c'est trop bien. Et regardez ce qu'ils viennent de nous amener. Ah. City là. Ok. Kako city, dobro.
Давай. Ok. Allez, on se sert. Bon appétit. Bon appétit. Приятного аппетита. Bon appétit. Là on est dans la ville de Choust et il y a pas mal d'artisans ferronniers. C'est une ville qui est réputée pour les couteaux et puis pour les tout ce qui est coupant. Ça va de la hache à la pelle. C'est excellent. Une machette. Hein? Une machette. Une machette, ouais, elles sont jolies, hein. On a des machettes. Sur le métal. Alors pour Tachkent, on n'a pas pris le temps de faire des prises de vue parce qu'on est resté plusieurs jours, mais on a eu énormément de choses à faire, notamment celle des visas. Donc on est arrivé le vendredi et on a été directement à l'ambassade russe. On avait eu contact avec des voyageurs qui étaient passés par là pour demander notre visa russe pour pouvoir rebrousser chemin. Donc on est arrivé là-bas, il y avait des agences face à l'ambassade qui normalement on pensait aller nous aider à avoir ces visas, sauf qu'il semble que c'est plus difficile que prévu. La barrière de la langue était là. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait prendre rendez-vous sur internet à l'ambassade pour faire une demande, sauf qu'on n'arrivait pas à prendre rendez-vous. En fait, il y avait beaucoup d'attentes. Donc ça, c'était le vendredi. Donc on nous a dit de revenir le lundi pour avoir plus d'informations. Il y a une petite guitoune là qui est ouverte le lundi matin. Pour avoir toutes ces infos. Donc le week-end, nous on a pris une nuit, on a loué, on s'est fait plaisir, mais plaisir mêlé à du pratique, parce qu'on avait du linge à faire, on faisait tout à la main depuis un moment, mais là fallait vraiment faire une machine et il n'y avait pas de self-service encore une fois, même à Tachkent. C'est des blanchisseries donc qui coûtaient assez cher, on était en ville. On pensait aussi à faire plaisir aux enfants, à aller à une piscine ou un parc aquatique. Il faisait très chaud. Et au lieu de faire tout ça, on a décidé de louer une villa. On a loué une superbe villa avec piscine où on est resté une après-midi. On est arrivé le début d'après-midi, on est resté la nuit jusqu'au lendemain midi. On a pu faire nos machines. Je crois qu'on choisit qu'il a dû faire 6 ou 7 machines à laver. Donc il était temps. On a profité de la piscine en attendant le lundi. Donc nous on s'est pas déplacé le lundi matin, c'est les copains qui ont été et ont passé la matinée là-bas au bureau de l'agence et n'ont pas trouvé de solution. On a été rencardé quand même par des locaux sur des agences qui le faisaient. Alors oui, on pouvait avoir un visa mais uniquement transit et un visa de 72 heures. Donc 72 heures, on a plus de 2000 km à faire en Russie, donc c'était trop compliqué, trop pressé, donc on n'a pas pris cette solution là. Du coup on a recontacté l'agence sur Paris Service Visa avec laquelle on était passé pour avoir nos premiers visas russes pour passer de Géorgie au Kazakhstan. On les a recontactés, on les a pas pris en urgence cette fois-ci parce que le prix était quand même de 300 € par visa. On a déjà payé ça l'aller, là franchement repayer x4 1200 € pour le retour. Donc en délai normal c'était une quinzaine de jours. On a payé 175 € par personne, donc c'est quand même beaucoup moins. Pour le budget, c'est mieux. Donc on a envoyé nos passeports depuis DHL il y a déjà une semaine maintenant. Ils ont bien été reçus au bout de 4-5 jours. Ils sont partis à l'ambassade russe maintenant, à voir si ça va prendre 3 jours ou 2 semaines. Ce qui nous fait stresser un peu, c'est qu'ils arriveront à Tachkent, sauf que nous là on est parti faire le tour de l'Ouzbékistan. Le problème c'est qu'on a le droit qu'à 1 mois en Ouzbékistan sans visa. Comme on n'a pas de visa, on ne peut pas faire une demande de prolongation de visa. Donc ça va être le stress. On ne peut pas non plus sortir du pays pour y rentrer, pour refaire 1 mois de visa, tout simplement parce qu'on n'a plus de passeport.
Donc on croise les doigts pour que ça arrive en temps et en heure. Si on a le temps, moi j'irai d'où on est en train chercher les passeports à Tachkent, parce que l'Ouzbékistan est grand, il y a le désert à traverser. Donc on n'ira pas en camion, je ferai un aller-retour, et si on n'a pas le temps, on ira en camion, parce qu'à Tachkent c'est la frontière du Kirghizistan, et on pourrait prendre les visas et sortir directement. Ça dépend de combien de temps ça va mettre. Donc là on est un peu dans l'attente. Ce qui est bien, c'est que on peut visiter l'Ouzbékistan comme ça sans passeport, mais on stresse quand même pour savoir si ça va arriver à temps. Et si ça n'arrive pas à temps et qu'on a des jours de retard pour sortir du territoire, on a contacté l'ambassade française qui n'ont pas pu répondre à la question de combien ça allait nous coûter en amende. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et que ça va aller aussi vite que possible. En tout cas, voilà pourquoi on n'a pas fait d'image sur la ville de Tachkent. C'était vraiment de paperasse, de ce qu'on avait à faire, des courses, du linge, etc. etc. Donc voilà. Nous voilà arrivés sur une nouvelle étape attendue de ce voyage. Une ville que tout le monde connaît par le biais de reportages sur l'Ouzbékistan ou sur la route de la soie. Surnommée la perle de l'Ouzbékistan, la cité des coupoles perdues ou encore l'Éden de l'Orient, nous voici devant la ville de Samarcande. Entièrement détruite par Gengis Khan en 1220 lors de l'invasion mongole, Samarcande a été reconstruite un siècle plus tard par Tamerlan, qui en a aussi fait la capitale de son empire. La majorité de ces monuments sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au milieu de cette ville moderne, ces mausolées, ces mosquées et ces madrasas valent-elles autant le détour que ce que l'on nous dit? Eh bien, venez avec nous, on vous emmène en visite. Comme vous voyez, ça y est, à Samarcande, et on arrive dans un site mythique des grands carrefours de la soie. Un site que tout le monde connaît via les reportages qu'on peut voir, n'importe quel reportage qu'on peut voir d'Ouzbékistan. Il y a cette place qui est dans ces reportages, donc on vous emmène la visiter avec nous cette fois-ci. Quand on franchit les portes, ces grandes portes de ces bâtiments, on rentre dans une cour et tout autour, il y a tout plein de boutiques de souvenirs. Donc nous qui n'avions pas de souvenirs, ça fait vraiment bizarre d'avoir plein de boutiques de souvenirs, mais bon, on n'aime pas trop ça non plus parce qu'ils sont assez oppressants et veulent tous te vendre un petit truc, quoi. Donc voilà, mais c'est pas grave, on fait les touristes de base, c'est rigolo. Un lieu, ça, madame. Oui, madame. Vas-y, vas-y, tu veux parler? Nous sommes ici, en présence d'une touriste qui achète des cadeaux à tout va. Faut bien des cadeaux pour la famille. Après, on me dirait, tu m'as rien ramené. Donc j'essaie de ramener des petites choses. Nous nous trouvons actuellement au Régistan. Ça fait un peu notre pays quand même, je trouve. Oui. Régistan, qui était à l'époque une université où tu pouvais apprendre forcément le Coran, mais aussi ils accueillaient les plus grands médecins, les plus grands astronomes, toutes les études scientifiques. Tu pouvais venir étudier ici.
On accueillait des Indiens, des Pakistanais, forcément des Ouzbeks, et forcément, il fallait être musulman, hein, forcément. Donc voilà, c'est très touristique, alors on va s'en aller parce qu'il y a plein de gens partout. Autre chose? Non, ça ira, je te rappellerai pour les autres visites qu'on va faire. Hein, madame, d'accord? très J'espère que tu es aussi bien renseigné pour les autres. Oui. Et tu mets pas ça sur tes... Ah si. Ah non. Ah, si. Mais là, tu vois, je te filme encore d'ailleurs. Alors, tout compte fait, Amélie, je vais juste rajouter quelques petites informations. Régistan signifie place de sable, car à l'origine, cette place était faite de sable et n'était pas entourée de madrasa. C'était un centre de commerce par où passaient toutes les marchandises de la route de la soie. La première madrasa a été construite entre 1417 et 1420 par Ulugh Bek. Elle porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Une madrasa est toujours construite autour d'une cour intérieure, autour de laquelle s'articulent les différents éléments de l'école. Les chambres des élèves donnaient sur cette cour, un endroit idéal pour la réflexion et la prière. Aujourd'hui, toutes ces chambres ont laissé place à de petites boutiques de souvenirs, ce qui enlève un autre goût, un peu de magie à ce lieu unique au monde. Pour se ressourcer comme il se doit, on s'est arrêté forcément à un petit restaurant. Alors il faut savoir qu'à Samarcande, il y a énormément de restaurants et c'est vraiment peu cher, surtout comparé à Tachkent, ce qu'on a vu à Tachkent qui est la capitale du coup de l'Ouzbékistan. Ici il y a vraiment des restaurants fort sympathiques avec des salades et tout ça, pas forcément que de la viande comme on trouve beaucoup en Ouzbékistan. Et puis bah, c'est pas forcément cher, donc ça c'est top. Donc une bonne pause pour pouvoir reprendre des forces et puis continuer la visite cet après-midi. C'est bon mon loulou? Ouais. Alors un mausolée c'est quoi? Un mausolée c'est un grand monument funéraire où repose le corps du défunt, souvent richement orné de sculptures et parfois couvert de mosaïques. La nécropole Shaki-Zinda est le plus imposant et pittoresque chef-d'œuvre parmi les monuments d'architecture de Samarcande. Les locaux l'appellent aussi la rue cimetière. La nécropole comprend 11 mausolées. On considérait auparavant que le premier mausolée aurait été construit au XIVe siècle, mais les résultats des fouilles démontrèrent que les premières constructions de Shaki-Zinda se rapportent au VIe et VIIe siècle. L'ensemble Shaki-Zinda était un grand centre spirituel et de culte religieux. La visite dont était considérée pareille au pèlerinage à la Mecque. La nécropole, avec des hauts portails décorés de mayoliques et aux voûtes en pierre avec de beaux dessins, représente une valeur historique particulière et, c'est pourquoi, occupe une place justifiée non seulement parmi les curiosités de Samarcande, mais aussi dans la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Après avoir fait une grande journée de visite hier, je vous emmène, du coup je suis partie toute seule ce matin. Il y a Ben et les enfants sont partis eux faire un tour de marché. Et je voulais absolument aller voir un monument qui me paraît assez incontournable de l'Ouzbékistan. C'est le mausolée d'Amir Temur, autrement dit de Tamerlan. Et ce personnage là c'est qui? Eh ben, c'est un grand conquérant en fait. Qui a mené des combats pendant 35 ans de sa vie, qui est très connu ici, qui est vénéré ici comme un héros. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a la statue d'Amir Temur qui est assise, une grande statue imposante qu'on a été voir le premier jour, qui trône au milieu de la ville.
Du coup voilà, on va voir le mausolée d'Amir Temur tout de suite. Après Gengis Khan, Tamerlan, signifiant Timour le boiteux, est le plus grand conquérant issu des steppes de Haute-Asie. L'empire qu'il conquit vers le XVe siècle a été considérable et son impact sur la géopolitique de l'Eurasie dramatique. Adepte de la stratégie de la terreur, éliminant les populations civiles, mais amoureux des arts et des lettres, il incarne les guerriers turco-mongols dont les armées ont balayé les immenses étendues du continent eurasiatique. Tamerlan est aujourd'hui l'une des plus grandes figures de l'Ouzbékistan, représentée ici et là par de majestueuses statues. Comme je vous l'ai dit précédemment, Tamerlan avait un grand sens du raffinement. Son mausolée, le Gouremir, est devenu un emblème de l'architecture persane. Tamerlan souhaitait être enterré de la manière la plus noble, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Son petit-fils Muhammad Sultan et successeur désigné perdut la vie en 1403. Tamerlan décida alors de lui construire le plus beau mausolée qu'il soit. À la mort de Tamerlan, son corps a été secrètement entreposé aux côtés de son petit-fils au Gouremir. Ce mausolée tient ses promesses et a d'ailleurs été source d'inspiration pour le Taj Mahal à Agra ou la mosquée de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vous laisse admirer la splendeur de cette œuvre. Après notre halte à Samarcande, on se dirige un peu plus vers le sud du pays pour aller admirer un portail impressionnant dans la ville natale de Tamerlan, Chakri Sabz. Cet immense parc délimite l'ancienne résidence d'Amir Temur, le palais Aksaray. Derrière une majestueuse sculpture de Tamerlan, on peut voir les piliers du portail d'entrée qui contenait l'arche de la porte. Autrefois la plus grande d'Asie centrale, haute de 22,50 m, et sa largeur pouvait être comparée à la largeur d'un terrain de football. Cet édifice est lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et voilà, à peine posé qu'on a déjà de la visite. C'est les Ouzbeks. Salam alaikum. Oula. Non, c'est pas vrai. Non. Regardez comme ils sont beaux là. Hein? Ils sont contents tous ensemble. Et puis on regarde, voilà, le beau coucher de soleil. C'est quand même super agréable. Ouais, je pense que c'est la livraison de bière qu'on a commandé hier. On va reprendre la route, on va aller dans une région qui paraît plutôt sympathique parce qu'elle a été préservée de tout touriste pendant des années puisqu'elle se trouve à la frontière de forcément l'Ouzbékistan, on y est, et puis du Tadjikistan et de l'Afghanistan. C'est une région qui a été préservée, qui est encore très traditionnelle et du coup qui nous a donné envie d'aller la visiter. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous pour visiter cette région qui promet quelques surprises. Voilà, ça vous a plu? Ouais, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, nos premiers pas ici nous ont bien marqué. C'était chouette. L'accueil, c'est un truc de fou. C'est incroyable. En Ouzbékistan, on pensait qu'avec la Turquie, on avait déjà eu un bel accueil. Mais alors là, c'est vraiment impressionnant. De là à nous arrêter sur la route pour nous offrir à manger. De toujours avoir un petit mot, en fait. Et puis c'est bien parce qu'ils sont pas insistants, en fait. Ils sont vraiment juste voilà, très intentionnés, très bienveillants, à toujours vouloir prêter main forte. Et puis voilà, on a le droit de refuser sans les contrarier. C'est ça, même s'il faut insister quand même plusieurs fois pour refuser. Ouais. Mais on a le droit. Il y a certains pays où c'est difficile, voire impossible de le faire. L'Ouzbékistan, ça fait bientôt 2 semaines. C'est incroyable, il fait une chaleur, on est en octobre. C'est ça, on est encore en t-shirt. Nous qui avions peur de l'Asie centrale en se disant on va courir après le temps, ça va être affreux. Mais notre planning est bon, on le fait parce que Tadjik, Kirghizistan, ça commence à cailler. Là, on est où il faut à cette période-là. C'est ça. On vous parle actuellement de la frontière afghane, on est tout près. Et puis on va continuer la route, mais ça on vous montrera ça la semaine prochaine. Dans une prochaine vidéo. En attendant, on croise les doigts franchement pour recevoir nos visas et d'avoir des nouvelles au plus vite pour les visas russes parce que voilà, je sais pas si tu l'as dit, mais on a 30 jours en Ouzbékistan et le visa, voilà, on espère l'avoir avant que ces 30 jours-là s'écoulent. On espère vous donner des infos dans la prochaine vidéo. Sur les visas, ça voudra dire qu'ils sont en bonne voie. C'est ça.
On espère, on espère. Allez, on croise les doigts. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Promis, je repars sur une vidéo semaine. C'était juste la petite semaine de répit. Encore un grand merci à vous pour tous vos messages. C'était vraiment très sympathique. Et puis, passez une bonne semaine. À bientôt, on vous bientôt. embrasse. On vous embrasse. Salut, bisous.